La silhouette de Paris s'estompe dans mon rétroviseur tandis que je rentrais de l'aéroport. 3 jours à Lyon m'avaient vidé de mon énergie des présentations PowerPoint interminables, des sourires de façade, et un café d'hôtel qui avait le goût d'une eau tiède de vaisselle. Tout ce que je désirais, c'était enlever mes chaussures, m'enfoncer dans mon fauteuil en cuir favori, et peut-être commander dans ce petit restaurant thaïlandais de la rue des Peupliers. Mon petit appartement n'était pas grand-chose, mais après 72 heures de bavardage corporatif, c'était le paradis. Je me gare devant mon emplacement habituel devant l'immeuble en briques de 4 étages où je vivais depuis 5 ans. Madame Lefebvre de l'appartement 2B promenait son caniche nain prénommé Biscotte. Elle me fit un signe, ses cheveux argentés captant les derniers rayons de l'après-midi. Je lui rendis son salut d'un hochement de tête, trop épuisé pour discuter. « Tu as l'air épuisé, Alex », me lança-t-elle malgré tout. « Tout va bien ? » ?»« Juste le boulot », répondis-je en attrapant mon bagage dans le coffre. « Rien qu'une bonne nuit de sommeil ne résoudra. » L'ascenseur était de nouveau hors service. Je montai péniblement 3 étages, tâtonnant pour trouver mes clés, tout en imaginant déjà ce verre de Jameson qui me trottait dans la tête depuis Orly. Le loquet cliqueta et s'ouvrit. J'écarquillai la porte et m'immobilisai. Mon esprit ne parvenait pas à digérer ce que mes yeux ne voyaient pas. Là où se trouvait normalement le salon canapé, table basse, meuble TV, étagère, il n'y avait rien. Juste un vide, des traces de poussière délimitant l'emplacement du mobilier qui avait occupé l'espace jusqu'à récemment, et un gobelet en papier renversé. « C'est quoi ce délire ?» murmurai-je pour moi-même. Je laissai tomber mon sac et déambulai dans l'appartement comme en état de somnambulisme. La salle à manger, vide. La cuisine, tous les appareils électroménagers étaient encore là, mais les placards étaient grands ouverts et la vaisselle de ma grand-mère avait disparu. La chambre, le matelas avait disparu, et le placard était vidé à l'exception de quelques cintres en fil qui balançaient doucement dans le courant d'air. Un cambriolage ? Mais qui dérobe un matelas tout en laissant une télévision de 165 cm ? L'écran était toujours accroché au mur, une anomalie inexplicable pour des cambrioleurs assez méticuleux pour s'emparer de ma collection de vinyles vintage, mais capables de négliger les étagères. Je tendis les mains tremblantes vers mon téléphone, prêt à appeler la police, quand quelque chose me fit hésiter. Il y avait un schéma dans ce qui avait disparu. Mes affaires. Uniquement mes affaires. Jessica. Ma copine depuis 3 ans, qui avait emménagé l'été dernier. Ses livres avaient disparu des étagères, mais les étagères, même celles qu'elle avait choisies dans un magasin d'ameublement, étaient toujours là. Les coussins décoratifs qu'elle tenait tant à acheter n'étaient plus, mais le présentoir pour plantes qu'elle avait déniché dans un vide-grenier trônait encore dans le coin, à l'exception de mon sansevieria. Je m'affalai contre le mur, essayant de comprendre. Avait-elle quitté les lieux pendant mon absence ? Mais pourquoi emporter mes affaires et laisser les siennes ? Et pourquoi ne pas appeler, envoyer un message, laisser un mot, n'importe quoi pour expliquer ce qui ressemblait à un cambriolage d'un genre particulièrement intime ? Mon souffle s'accéléra à mesure que les implications s'imposaient. J'appelai son numéro. Directement à la messagerie vocale. « Jess, c'est moi. Je viens d'arriver, tout a disparu. Rappelle-moi, s'il te plaît. » J'essayai son numéro professionnel. La réceptionniste de la Caisse d'épargne de Paris me dit que Jessica avait pris un congé personnel à partir de lundi, le lendemain de mon départ pour Lyon. Ensuite, j'appelai ma mère. Pas de réponse. Ma sœur, Élise. Messagerie. Le portable de mon père. Rien. Le silence dans l'appartement martelait mes tympans comme si j'étais immergée en profondeur sous l'eau. Dimanche, tout était normal, j'avais embrassé Jessica au revoir, promis de lui rapporter du pop-corn au caramel d'un petit magasin local, plaisanté sur le fait qu'elle ne ferait pas de soirée trop arrosée pendant mon absence. Était-ce une farce élaborée ? Un malentendu ? M'étais-je trompée d'appartement ? Mais non. La photo encadrée de ma remise de diplôme universitaire ornait toujours le couloir, le seul vestige personnel dans un appartement préparé pour une visite. Je fis une dernière ronde dans chaque pièce, cherchant indices, explications, n'importe quoi. Dans la salle de bain, les shampoings et lotions haut de gamme de Jessica avaient disparu. Ma brosse à dents reposait seule dans son porte, tel le dernier soldat sur un champ de bataille.
La cuisine conservait la plupart des plats et ustensiles, bien que le bon jeu de couteau offert par mes parents le Noël précédent ait disparu. Le réfrigérateur bourdonnait, presque vide, à l'exception de quelques condiments et d'un demi-litre de lait qui commençait à tourner. De retour dans le salon, je remarquai quelque chose que j'avais d'abord manqué. La console de jeu avait disparu, mais les manettes étaient empilées soigneusement à l'endroit où se trouvait la console. Tout ce qui était personnel avait été enlevé, ne laissant derrière qu'un squelette d'objets communs qui donnait l'impression étrange de se trouver sur le plateau d'un décor de théâtre de ma vie passée. Je me frottais les yeux, me demandant si l'épuisement me faisait halluciner. Le sol nu semblait se dilater et se contracter dans ma vision. Mon téléphone vibra contre ma paume, et je faillis le laisser tomber dans ma hâte de décrocher. Mais ce n'était pas Jessica ni ma famille. Juste une notification. Un nouvel email. J'allais presque l'ignorer, mais un instinct me poussa à jeter un œil. L'objet se lisait simplement, à propos de la maison. Expéditeur, William Bennett. Mon père. Le sol me semblait basculer lorsque je tapotais pour l'ouvrir. Le message se chargeait avec une lenteur déchirante. Je glissai le long du mur jusqu'à m'asseoir sur le parquet nu, fixant l'écran, mon pouce hésitant comme pour retarder ce qui allait suivre. Alex, ta sœur, ta mère et moi déménageons aux Antilles. J'ai vidé toutes tes économies. Nous avons trouvé un petit nid à Sainte-Lucie. Il est temps de vivre la vie dont nous avons toujours rêvé. N'essaie pas de nous contacter pendant un moment. Papa, 5 phrases. 63 mots au total. Une vie entière de trahison en quelques lignes. Je le lus encore, certain d'avoir mal compris. Puis une 3e fois. Les mots ne changeaient pas, mais leur signification semblait se transformer à chaque lecture, se rendant à la fois plus réel et plus impossible. Dehors, un klaxon retentit. Quelqu'un criait. La vie normale continuait pendant que la mienne implosait en noir sur blanc. Pourquoi irait-il aux Antilles? Mon père, William Bennett, comptable depuis 30 ans dans la même entreprise à Lille. Ma mère, Hélène, institutrice de maternelle, collectionneuse de figurines en céramique, pâtissière des mêmes biscuits de Noël chaque décembre depuis ma plus tendre enfance. Ma sœur, Cathy, qui venait de débuter son internat à l'hôpital de la Pitié. Aucun d'eux n'avait jamais évoqué un désir ardent de vivre sur une île. Et mes économies? Qu'est-ce que cela signifiait, exactement? Les économies communes que Jessica et moi partagions pour les frais de la maison? Mon plan d'épargne retraite? Le fonds d'urgence que je gardais sur un compte en ligne séparé? J'ouvris mon application bancaire, les doigts tremblants, une sueur froide perlant sur mon front. Le compte joint semblait normal, la dernière transaction étant le dépôt automatique de mon salaire, 3 jours auparavant. Je passais à mon compte courant personnel. Solde, 742,19 €. Cela semblait normal. Je n'étais pas du genre à garder trop d'argent liquide sous la main. Puis je vérifiai mon fonds d'urgence, le compte que je bâtissais depuis mon premier boulot à 17 ans, serveur dans un bistrot du centre-ville. Le compte que j'avais préservé pendant mes études, même si cela signifiait manger des pâtes instantanées pendant des semaines. Le compte qui venait d'atteindre un jalon dont j'étais silencieusement fier. Solde, 0 €. Dernière opération, virement vers un compte externe, il y a 4 jours. 50 000 €, envolés d'un simple clic. Un bruit sortit de ma gorge, quelque chose entre un rire et un sanglot. Je fixai l'historique des transactions, comme si en regardant intensément, l'argent pouvait réapparaître. Mais la dure réalité s'imposait, 50 000 €, disparus en quelques frappes de clavier. Comment avait-il pu y accéder? Le compte était à mon nom uniquement. Puis je me rappelai des années auparavant, lors de sa création j'avais ajouté mon père en tant qu'utilisateur autorisé. Juste au cas où, avait-il dit. Si jamais il t'arrivait quelque chose, quelqu'un doit pouvoir gérer tes affaires. Je ne l'avais jamais retiré, n'ayant jamais pensé en avoir besoin. C'était mon père, bon sang. Jessica. J'avais besoin de lui parler. Cela ne pouvait pas se passer isolément. Elle devait savoir quelque chose, le mobilier disparu, l'exode soudain de ma famille vers les Antilles, tout devait être lié. Je l'appelai de nouveau. Directement à la messagerie, encore.
Cette fois, je ne laissais pas de message. Réfléchis, Alex, me murmurai-je en pressant mes paumes contre mes yeux jusqu'à voir des étincelles. Quand avais-je parlé pour la dernière fois à mes parents? Dimanche matin, avant mon vol. Maman avait appelé pour me rappeler d'emporter mon médicament contre les allergies pour Lyon. Rien d'anormal. Papa regardait une émission avant-match des Broncos en fond sonore. Cathy avait envoyé un SMS plus tard dans la journée pour emprunter mon matériel de camping pour le mois prochain. Y avait-il eu des signes que j'avais ignorés? Des indices que ma famille prévoyait de s'enfuir avec mes économies? Cela semblait impossible, pourtant les preuves étaient partout sous la forme d'absence, meubles manquants, argent disparu, explications absentes. Je me retrouvais à parcourir mes photos, rembobinant les récentes réunions familiales. Le barbecue du Laborde chez mes parents à Saint-Denis. Papa au grill, maman disposant sa fameuse salade de pommes de terre, Cathy se disputant avec son copain, Romain, sur un détail insignifiant. Tout paraissait normal. Où l'était-il vraiment? J'examinais les images, cherchant des indices. Papa évitait-il l'objectif? Le sourire de maman paraissait-il forcé? La vérification incessante du téléphone par Cathy n'était-elle pas suspecte rétrospectivement? Une nouvelle notification parvint en haut de l'écran. Pour un instant, je crus qu'il s'agissait à nouveau de mon père. Mais c'était un message de Jessica. Je suis désolée que tu aies dû l'apprendre comme ça. Je pensais qu'il te l'aurait dit avant ton retour. J'ai emménagé chez Romain temporairement, le temps que je trouve mon propre chez moi. Ta famille m'a demandé de les aider à déménager quelques affaires. Je ne savais pas ce qu'ils préparaient avec ton argent, je te jure. Je suis tellement désolée, Alex. Je ne savais pas comment te dire que j'étais malheureuse depuis des mois. Ce n'est pas comme ça que je voulais que ça se termine. Je le lus 3 fois, tentant de recoller les morceaux. Jessica me quittait. Et ma famille? Qu'ont-ils fait exactement? L'avoir chargée de vider mon appartement avant de disparaître avec mon argent? Et elle avait accepté? La pièce se mit à tourner autour de moi quand une autre révélation s'imposa, le frère de Jessica était Romain. Romain sortait avec ma sœur Cathy. Le même Romain et Cathy qui s'étaient disputés lors du barbecue. S'étaient-ils querellés à propos de ce plan? Est-ce que tout ce que je pensais connaître complotait dans mon dos? Je me remémorais si Jessica avait agi étrangement avant mon départ. Nous avions pris le petit déjeuner ensemble dimanche matin. Elle m'avait embrassé au seuil, m'annonçant qu'elle envisageait de réaménager le salon pendant mon absence, pour me surprendre. J'avais ri et lui rappelé de ne pas bouger la télévision à cause des supports muraux. La télévision, toujours accrochée au mur, dominait maintenant un salon vide. J'écrivis une réponse à Jessica, la supprimai, essayai de nouveau. Finalement, où sont mes affaires? Qu'est-ce qui se passe avec ma famille? Rappelle-moi, s'il te plaît. J'envoyai le message et immédiatement suivi de « J'ai besoin de comprendre ce qui se passe ». Le silence dans l'appartement semblait devenir de plus en plus lourd à chaque minute. Je me levai et fis les 100 pas, 5 pas dans un sens, puis 5 pas dans l'autre, les limites du salon vide délimitant mon errance. J'essayai d'appeler mon père, ma mère, ma sœur, de nouveau. Rien. Je me retrouvai à ouvrir Google Maps, cherchant Sainte-Lucie. Une petite nation insulaire des Antilles orientales. De belles plages, des forêts tropicales luxuriantes, des stations balnéaires de luxe. Je zoomais, comme si je pouvais, d'un coup d'œil, repérer ma famille dans une rue, portant mes meubles et mes économies pour construire leur nouvelle vie avec ce qui restait de la mienne. Mon téléphone sonna, me tirant de ma rêverie. Un numéro inconnu. « Allô ?» répondis-je, la voix brisée. « Alex ?» C'est Romain. Le copain de ma sœur. Le point de convergence apparent de cette conspiration qui avait bouleversé ma vie. « Où est tout le monde ?» réclamai-je. « Qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» Il fit une pause, trop longue. « Je pense que tu devrais vérifier tes comptes d'investissement. » Ces mots me glacèrent le sang. Mes comptes d'investissement. Je n'y avais même pas pensé. « Qu'est-ce que tu sais à propos de mes investissements ?» demandai-je, la voix dangereusement basse. « Vérifie-les, Alex,
répliqua Romain d'un ton étrangement calme. Je reste en ligne. Je me connectai à mon appli Fidelity, un sentiment de terreur gonflant en moi. L'écran de connexion semblait se moquer de moi, le logo corporatif bleu prenant une allure sinistre. J'entrai mes identifiants avec des doigts tremblants, me trompant 2 fois avant de réussir. Le compte se chargea. Mon plan d'épargne retraite de l'entreprise paraissait normal: participation patronale, versement régulier, fluctuation de marché habituelle. Rien d'anormal. Je déroulai jusqu'à mon compte titre Ross. Lui aussi intact. Un soupir de soulagement se fit sentir, jusqu'à ce que j'accède à mon compte de courtage. Celui dans lequel j'avais investi dans quelques actions soigneusement sélectionnées. Celui qui représentait ma première tentative sérieuse d'accroître ma richesse au-delà d'un simple compte épargne. Solde actuel, 647,32 €. Solde du mois dernier, 142 893,76 €. Non, murmurai-je. Non, non, non. Tu vois ça, demanda Romain. Qu'est-ce qu'il est arrivé à mon compte de courtage? Ma voix paraissait étrangère, étroite et tendue. Ton père a liquidé presque tout la semaine dernière, expliqua Romain. Il a transféré la majeure partie ailleurs. Juste assez pour maintenir le compte ouvert. La pièce se déroba sous mes pieds. Encore 140 000 € envolés. Ajouté à mon fonds d'urgence, c'était près de 200 000 € disparus. Comment sais-tu cela, parvins-je à demander. Romain soupira. D'après ce que m'a dit Cathy. Écoute, je ne suis pas censé t'appeler. Tout le monde pense que tu es complice. Complice de quoi, criai-je presque. Qu'est-ce qui se passe ici? L'arnaque, Alex. Le système d'investissement. Ton père répondait que vous aviez mis au point ensemble cette opportunité incroyable aux Antilles. Un projet de développement hôtelier. Il collectait des investissements auprès de la moitié de tes connaissances. Mais tout ça n'existe pas, protestai-je. Je ne suis jamais allé aux Antilles de ma vie. Eh bien, il y est désormais. Lui, ta mère, et Cathy sont partis lundi. Cathy m'a dit qu'il te rejoindrait plus tard cette semaine après ton voyage d'affaires. Quand j'ai trouvé cela étrange, elle s'est montrée sur la défensive. C'est alors que j'ai commencé à rassembler les pièces du puzzle. La trahison était si profonde que je pouvais presque la sentir, comme une lame entre les côtes. Mon père n'avait pas seulement volé mon argent, il avait utilisé mon nom et ma réputation pour escroquer les autres. Et ma mère ainsi que ma sœur y avaient consenti. De qui ont-ils volé, demandai-je, la voix vide. Romain hésita. D'après ce que j'ai compris, un grand nombre de personnes, Alex. Les clients de ton père à la firme comptable. Des amis de l'église de tes parents. Ton oncle David. Les parents de Jessica, qui avaient mis 50 000 €. Les parents de Jessica. Tout s'imbriquait soudainement. C'est pour ça qu'elle est partie. Oui, confirma Romain. Quand ses parents lui ont dit qu'ils avaient investi dans ton projet aux Antilles, elle a su qu'il se tramait quelque chose. Elle a tenté de te joindre, sans succès. J'étais en réunion toute la journée de lundi, dis-je, abasourdi. Mon téléphone était éteint. Au moment où elle a réalisé ce qui se passait, ton père l'avait déjà convaincu que tu y étais complice, que tu lui avais menti pendant des mois. Elle était, vraiment bouleversée. Alors elle a aidé à vider mon appartement? La trahison me piqua à nouveau. Pas exactement. Ton père lui avait dit que tu lui avais demandé de mettre tes affaires en stockage pendant que l'appartement était rénové dans le cadre de la vente avant le déménagement aux Antilles. Elle pensait t'aider. Je fermai les yeux, me rappelant le courriel de Jessica. Elle avait affirmé que ma famille l'avait sollicité pour aider à déplacer quelques affaires. Elle prétendait ignorer ce qui se tramait avec mon argent. Avait-elle dit la vérité? Où sont mes affaires maintenant, demandai-je. Dans un box de stockage à Saint-Denis. Ton père l'a loué la semaine dernière. Au moins, cela était réconfortant. Mes biens n'étaient pas disparus, juste déplacés. Mais mon argent, c'était une autre histoire. Combien ont-ils pris au total? De tout le monde? Romain resta silencieux un moment.
Et d'après ce que j'en sais, près de 2 millions. Le chiffre était ahurissant. Mon père, ce comptable prudent qui me répétait depuis mes 16 ans de mettre de côté 20% de chaque chèque, avait orchestré une fraude de 2 millions d'euros. En utilisant mon nom. Je dois aller à la police, dis-je. C'est pour ça que je t'appelle, répondit Romain. Beaucoup de gens sont blessés et en colère, Alex. Certains pensent encore que tu es complice, que tu te caches quelque part. Le père de Jessica a déjà déposé une plainte. Ton patron chez Tech Fusion m'a appelé parce que tu ne t'es pas présenté au travail aujourd'hui apparemment, ton père lui a dit aussi que tu quittais pour gérer ton investissement aux Antilles. Je faillis m'étouffer. J'ai manqué le boulot aujourd'hui? Quelle heure est-il? Je décrochai pour vérifier. 16h30, mon vol avait atterri à midi. Je devais être au bureau pour 14h. Il faut que j'appelle mon patron, dis-je. Je dois prévenir tout le monde. Je dois. Tu dois anticiper, m'interrompit Romain. Les gens te cherchent, et pas de façon amicale. Un froid glacial s'installa dans mon estomac. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que le père de Jessica n'est pas le seul à avoir porté plainte. Et certains envisagent de régler les choses eux-mêmes s'ils te trouvent. Mais je n'ai rien fait, protestai-je. Je te crois, assura Romain. Mais il faut que tu prouves ton innocence à tout le monde. Et vite. Je pris une profonde inspiration, essayant de reprendre mes esprits. D'accord. Je vais aller moi-même déposer une plainte. Montrer mes comptes, prouver que je suis une victime aussi. Bonne idée, approuva Romain. Je peux t'y accompagner si tu veux. J'hésitais. Puis-je lui faire confiance? Après tout, il sortait avec ma sœur, qui, de toute évidence, était mêlée à cette histoire. Mais il m'avait appelé pour me prévenir. Et pour l'instant, il était le seul à m'offrir de l'aide. Merci, dis-je. Enfin. Ce serait bien. Une chose de plus, ajouta Romain. Vérifie ton rapport de crédit. Si ton père avait accès à tes comptes. Il n'eut même pas besoin de finir sa phrase. Si mon père avait été capable de voler mon argent et d'utiliser mon nom dans son stratagème, il avait peut-être contracté des prêts ou ouvert des cartes de crédit à mon nom également. Je le fais tout de suite, répondis-je en ouvrant une autre appli. Je me connectai à mon service de surveillance de crédit, dès le chargement du tableau de bord, mon estomac se noie. 4 nouvelles demandes de crédit en une semaine. 2 nouvelles cartes de crédit ouvertes il y a 3 jours. Et un prêt personnel de 50 000 € approuvé lundi. Des dettes qui n'étaient pas les miennes, mais légalement à mon nom. Des dettes qui, combinées au vol de mes comptes, avaient effacé des années d'économie et d'investissement minutieusement construits du jour au lendemain. La réalité de la situation s'abattit sur moi d'un coup. Ma famille m'avait trahi, volé mon argent, ruiné mon crédit, entaché ma réputation, et disparu. Ma copine m'avait quitté. Mon appartement était vide. Mon travail était en péril. Et des gens potentiellement dangereux me recherchaient, convaincus que j'avais volé leur argent. En l'espace de 4 jours, alors que je donnais des présentations PowerPoint dans des salles de conférences d'hôtels lyonnais, ma vie entière avait été systématiquement démantelée. Je regardais autour de moi dans cet appartement nu, qui semblait vidé de toute âme. Pas seulement vide, mais complètement dépouillé. Une toile blanche. Le point de départ. Romain, dis-je, la voix plus ferme que je ne me l'imaginais, je te retrouve au commissariat dans 30 minutes. Au moment de raccrocher, je remarquai que mes mains avaient cessé de trembler. Le choc initial s'estompait, laissant place à quelque chose de plus dur, de plus froid. Ils avaient pris mon argent 190 000 € et plus, d'après ce que j'avais découvert jusqu'à présent. Ils m'avaient endetté. Ils avaient utilisé mon nom pour escroquer amis et famille. Mais ils n'avaient pas tout emporté. J'avais encore ma voiture. Mon téléphone. Mon ordinateur portable. Mon éducation et mes compétences. Et maintenant, quelque chose de plus, un but. Je devais tout reconstruire à partir de rien. Je devais laver mon honneur. Puis, je retrouverais ma famille. Le commissariat bourdonnait sous l'éclairage fluorescent. Des policiers allaient et venaient,
des téléphones sonnaient, et quelque part, un homme discutait vivement d'un excès de vitesse. Je m'assis sur une chaise en plastique dur, un gobelet de café de piètre qualité refroidissant entre mes mains, pendant que la détective Marquet révisait ma déposition pour la 3e fois. « Vous n'aviez aucune connaissance de ce système d'investissement ?» me demanda-t-elle d'un ton froid, ses yeux sombres m'examinant avec scepticisme professionnel. « Aucune, répondis-je. Je ne suis même jamais allée à Sainte-Lucie. » Elle hocha la tête, prenant une nouvelle note. « Et vous n'avez pas autorisé votre père à accéder à vos comptes ou à ouvrir des crédits en votre nom ? » Je l'avais inscrit en utilisateur autorisé sur mon fonds d'urgence il y a des années, mais c'était tout. Tout le reste, les cartes de crédit, le prêt, la liquidation de mon compte de courtage, tout a été fait sans mon savoir ni mon consentement. Romain s'assit à côté de moi, corroborant mes dires par quelques interventions. Sa présence ajoutait une perspective extérieure confirmant que j'avais été complètement pris au dépourvu. « Nous aurons besoin de relevés de vos institutions financières, dit la détective Marquet. Et nous examinerons les demandes de crédit. Le vol d'identité est une infraction grave, même au sein d'une famille. » Le vol d'identité. Cette expression rendait tout tellement clinique, si impersonnel. Ce n'était pas un pirate informatique anonyme ayant dérobé mon numéro de sécurité sociale lors d'une brèche de données. C'était mon père. L'homme qui m'avait appris à faire du vélo dans le cul-de-sac de la rue des Peupliers. Celui qui m'avait aidé avec mes devoirs de maths. Qui avait co-signé mon premier bail à 19 ans. Tandis que la détective Marquet énonçait les prochaines étapes, mon esprit vagabonda à travers les souvenirs, cherchant les signes précurseurs que j'aurais pu manquer. Le dernier Thanksgiving refait surface. Papa taillant la dinde, maman s'inquiétant de savoir si la farce n'était pas trop sèche. Cathy exhibant sa nouvelle voiture, une BMW qui paraissait luxueuse pour le salaire d'un débutant. Je me souvenais vaguement m'être demandé comment elle pouvait se le permettre, mais j'avais mis le doute de côté. Peut-être avait-elle fait une bonne affaire. Peut-être possédait-elle des économies dont j'ignorais l'existence. Est-ce que la préparation avait commencé dès lors ? Avait-elle déjà mis de côté de l'argent, noué des contacts, préparé leur échappée vers les Antilles ? Noël avait été normal aussi. Les mêmes traditions transmises depuis des décennies, les biscuits sucrés de la recette de la grand-mère de maman, l'ancienne étoile qui ne se posait jamais correctement sur le sapin, la plainte annuelle de papa concernant les guirlandes entortillées. Nous nous étions échangés des cadeaux. Mon père avait semblé sincèrement ravi du porte-documents en cuir que je lui avais offert. Parfait pour les réunions clients, avait-il dit. Monsieur Bennett ? La voix de la détective Marquet me ramena à la réalité. Vous avez bien compris ? Désolé, balbutiai-je. Ça a été une longue journée. Son expression s'adoucit légèrement. Je vous informe que plusieurs plaintes ont déjà été déposées concernant cette affaire. Certains plaignants vous accusent même d'être complice. Mon estomac se noie. Je suis une victime, pas un complice. Nous enquêterons sous tous les angles, me rassura-t-elle. Mais vous devez vous préparer à répondre aux questions des autres victimes. Après une heure de paperasserie et d'interrogatoire, Romain et moi quittâmes le commissariat. La soirée de printemps était devenue fraîche, et j'enroulai ma veste pour contrer le froid. Merci d'être venu avec moi, dis-je à Romain en marchant vers le parking. Pas de souci, répondit-il après une courte hésitation. Et toi, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ? C'était une question simple sans réponse évidente. Retourner dans mon appartement vide ? Essayer de dormir par terre ? Contacter les sociétés de cartes de crédit pour contester les prélèvements ? Commencer à reconstruire ma vie à partir de rien ? Je ne sais pas, avouai-je. Romain fouilla dans sa poche et en sortit une clé. Cathy a laissé quelques affaires chez moi quand ils sont partis. Y compris une clé de rechange de la maison de tes parents. Ça vaudrait le coup d'aller jeter un œil. Je pris la clé, dont la forme familière était un lien tangible avec la famille qui m'avait abandonné. Oui. Peut-être y trouverai-je des indices sur leur destination, ou sur leur motivation. La question du pourquoi revenait sans cesse dans mon esprit. L'argent était la réponse évidente, 2 millions d'euros pouvaient changer la vie. Mais mon père avait toujours mené une vie confortable en tant que comptable.
Le salaire d'institutrice de ma mère était modeste mais stable. Ils avaient leur maison, leur compte retraite, leur vie bien établie en région parisienne. Qu'est-ce qui les avait poussés à tout risquer, à trahir ceux qui leur faisaient confiance? Tu peux rester chez moi ce soir si tu veux, proposa Romain. Le canapé n'est pas génial, mais c'est mieux que de rester dans un appartement vide. Je hochai la tête avec reconnaissance. Juste pour ce soir. Mais il faut que j'aille d'abord chez mes parents. Nous convenûmes de nous retrouver plus tard chez lui, et je partis vers ma voiture. La route vers Saint-Denis se fit presque machinale, mes gestes guidés par la mémoire musculaire, pendant que mon esprit analysait sans relâche le passé. L'anniversaire de 50 ans de mon père, il y a 2 ans. Les blagues sur la crise de la quarantaine qui paraissaient alors inoffensives. Son soudain intérêt pour les magazines de voyage et les bulletins d'investissement internationaux. Le nouveau penchant de maman pour désencombrer, donnant ce qu'elle chérissait autrefois. Le désengagement progressif de Cathy de sa carrière médicale, ses plaintes sur les heures et le stress qui, pour un interne, paraissaient normal, mais prenaient maintenant une autre dimension. Les signes se révélaient à présent, avec le recul aiguisant ma perception. Mais comment aurais-je pu savoir ? Comment anticiper que ma famille, cette famille moyenne de la banlieue parisienne, préparait quelque chose d'aussi extraordinaire, d'aussi dévastateur ? Je tournais sur la rue des Peupliers, là où j'avais grandi. La maison familiale Bennett se dressait comme toujours une maison de ville à 2 étages, avec des volets bleus et un érable majestueux dans la cour. La lumière de la véranda était allumée, programmée par un minuteur automatique que mon père avait installé il y a des années. Elle donnait à la maison une apparence trompeuse d'occupation, de normalité. Utilisant la clé que Romain m'avait donnée, j'entrai prudemment. La maison avait immédiatement une ambiance différente, non pas vide comme mon appartement, mais abandonnée. Le mobilier était en place, mais les touches personnelles avaient disparu. Plus de photos de famille sur la cheminée. Plus de courriers sur la table d'appoint. Plus de chaussures près de la porte. Je parcourus les pièces, remarquant ce qui manquait, la collection de figurines en céramique de maman. Le fauteuil favori de papa. L'horloge ancienne qui appartenait à ma grand-mère. Dans la cuisine, le réfrigérateur avait été vidé. Un seul verre était posé à l'envers sur le porte-vaisselle, comme si quelqu'un avait pris un dernier verre avant de partir. À l'étage, la chambre parentale avait été dévastée, vêtements et objets personnels avaient disparu. Les tiroirs de la commode étaient entr'ouverts, révélant des espaces vides. Dans la salle de bain attenante, l'armoire à pharmacie était grande ouverte, sans ordonnance ni produit. La chambre de Cathy, restée quasiment inchangée depuis son départ pour l'université, était elle aussi dénudée. Les posters avaient été enlevés, laissant des cadres légèrement décolorés là où ils avaient autrefois orné les murs. L'étagère, qui exposait fièrement ses manuels de médecine, était vide. Je m'assis sur le bord de son lit dénudé, fixant ces espaces vides, et ressentis une émotion inattendue monter en moi, non seulement de la colère ou de la trahison, mais une profonde tristesse. À quel point de malheur avaient-ils sombré pour en arriver là ? À quel point de désespoir cherchaient-ils à fuir leur existence ? J'avais toujours cru que nous étions proches. Pas parfait quelle famille il est ? Mais unis. J'appelais la maison chaque semaine, je les retrouvais pour les fêtes et les anniversaires, partageant mes réussites comme mes difficultés. Tout cela n'était-il que superficiel ? Avais-je manqué leurs insatisfactions profondes ? Je reçus alors une nouvelle notification sur l'écran. Pendant un court instant, je crus que c'était encore mon père, mais il s'agissait d'un message de Jessica. Je suis désolée que tu aies dû apprendre les choses ainsi. Je pensais qu'il te l'aurait dit avant ton retour. J'ai emménagé chez Romain temporairement, en attendant de trouver mon propre logement. Ta famille m'a demandé de les aider à déménager quelques affaires. Je ne savais rien du plan concernant ton argent, je te le jure. Je suis vraiment désolée, Alex. Je ne savais pas comment t'avouer que j'étais malheureuse depuis des mois. Ce n'est pas ainsi que je voulais que ça se termine. Je relus le message à plusieurs reprises, tentant de reconstituer le puzzle. Jessica me quittait. Ma famille avait, exactement quoi ? Avait-elle été mandatée pour vider mes affaires avant de s'enfuir avec mon argent ? Et elle avait consenti ? La pièce se mit à tournoyer quand une nouvelle réalisation s'imposa,
le frère de Jessica, c'était Romain. Romain sortait avec ma sœur Cathy. Le même Romain et Cathy qui s'étaient disputés lors du barbecue du Laborday. S'étaient-ils fâchés à propos de ce plan? Avait-on tous conspiré contre moi? Je tentais de me remémorer si Jessica avait paru différente avant mon départ. Nous avions pris le petit déjeuner ensemble dimanche matin. Elle m'avait embrassé à la porte, m'annonçant qu'elle envisageait de réaménager le salon pendant mon absence, pour me surprendre. J'avais ri et lui avais rappelé de ne pas bouger la télévision à cause de ses supports muraux. La télévision, toujours accrochée au mur, surplombait désormais un salon vide. J'écrivis une réponse à Jessica, la supprimai, puis tentai à nouveau. Finalement, où sont mes affaires? Qu'est-ce qui se passe avec ma famille? Appelle-moi, s'il te plaît. J'envoyai le message et ajoutai aussitôt, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Le silence dans l'appartement semblait devenir plus lourd à chaque minute qui passait. Je me levai, fis quelques allers-retours dans le salon vide, mais pas résonnant sur le sol nu. J'appelai de nouveau mon père, ma mère, ma sœur. Rien. Je me mis à parcourir mes photos, remontant le fil des récentes réunions familiales. Le barbecue du Laborday chez mes parents à Saint-Denis. Papa aux commandes du grill, maman dressant sa fameuse salade de pommes de terre, Cathy se chamaillant avec Romain à propos de détails futiles. Tout semblait parfaitement normal. Ou du moins, c'était ce que je croyais. J'examinais les clichés, scrutant chaque détail. Papa évitait-il l'objectif? Le sourire de maman paraissait-il forcé? La fixation incessante du téléphone par Cathy n'était-elle pas suspecte avec le recul? Une nouvelle notification surgit en haut de mon écran. Pendant un bref instant, je crus que c'était de nouveau mon père. Mais c'était un message de Jessica. Je suis désolée que tu aies dû l'apprendre ainsi. Je pensais qu'il t'en aurait parlé avant ton retour. J'ai emménagé chez Romain temporairement, en attendant de trouver mon propre logement. Ta famille m'a demandé de les aider à déménager quelques affaires. Je ne savais rien du projet concernant ton argent, je te le jure. Je suis vraiment désolée, Alex. Je ne savais pas comment t'expliquer que j'étais malheureuse depuis des mois. Ce n'est pas ainsi que je voulais que les choses se terminent. Je le lus encore et encore, tentant de relier les points. Jessica me quittait. Ma famille avait engagé son aide pour vider mes biens avant de s'enfuir avec mon argent. Et elle avait accepté. La pièce tourbillonnait alors qu'une autre révélation s'imposait, le frère de Jessica était Romain, qui sortait avec ma sœur Cathy. Avait-elle été complice de ce stratagème? Avait-elle consenti malgré elle à participer à ce déménagement orchestré? Je me souvins de notre dernier petit déjeuner ensemble dimanche. Elle m'avait embrassé au revoir, évoqué la possibilité de réaménager le salon pendant mon absence pour me surprendre, et j'avais plaisanté en lui rappelant de ne pas bouger la télévision à cause des supports muraux. La télévision, toujours fixée au mur, dominait un salon désormais vide. Je tentais d'écrire une réponse à Jessica, l'effacer, et réessayer. Finalement, j'envoyais, où sont mes affaires? Qu'est-ce qui se passe avec ma famille? Appelle-moi, s'il te plaît. Puis j'ajoutai aussitôt, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Le silence dans l'appartement devenait oppressant. Je faisais les 100 pas, me sentant de plus en plus perdue. Je repris mon téléphone pour appeler mon père, ma mère, puis ma sœur, mais en vain. Je lançai une recherche sur Google Maps pour Sainte-Lucie, ce petit état insulaire des Antilles orientales, aux plages idylliques, forêts luxuriantes et complexes hôteliers de rêve. Je zoomai, espérant apercevoir, par hasard, ma famille transportant mes meubles et mes économies pour bâtir leur nouvelle vie à partir des fragments de la mienne. Mon téléphone sonna de nouveau, signalant un appel d'un numéro inconnu. « Allô ?» répondis-je d'une voix brisée. « Alex ?» C'est Romain. Le copain de ma sœur, le point névralgique apparent de cette conspiration qui bouleversait ma vie. Où est-ce que tout le monde est? Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Il marqua une pause trop longue. Je pense que tu devrais vérifier tes comptes d'investissement. Ces mots me frappèrent comme un seau d'eau glacée. Mes comptes d'investissement. Je n'y avais même pas pensé. Qu'est-ce que tu sais de mes investissements? Demandai-je, la voix basse et menaçante.
Vérifie-les, Alex, répondit-il calmement. Je reste en ligne. Je me connectais à mon appli bancaire, un sentiment d'effroi grandissant. Le logo corporatif bleuté prenait une allure sinistre tandis que j'entrais mes identifiants, me trompant 2 fois avant d'y parvenir. Le compte se chargea. Mon 401K professionnel apparaissait normal, participation de l'entreprise, contribution régulière, fluctuation habituelle du marché. Rien d'anormal. Je descendis jusqu'à mon compte titre Ross. Lui aussi était intact. Un soulagement se fit sentir, jusqu'à ce que j'atteigne mon compte de courtage, celui où j'avais accumulé mes premières positions dans quelques actions minutieusement sélectionnées, ma première tentative sérieuse de faire fructifier mes économies au-delà d'un simple compte. Solde actuel, 647,32 €. Solde du mois dernier, 142 893,76 €. Non, murmurai-je. Non, non, non. Tu vois ça, demanda Romain. Qu'est-il arrivé à mon compte de courtage? Ma voix était étrange, crispée. Ton père a liquidé presque tout la semaine dernière, expliqua Romain. Il a transféré la majeure partie ailleurs, ne laissant que le strict nécessaire pour maintenir le compte ouvert. La pièce se déroba sous mes pieds. Encore 140 000 € envolés. Combiné à mon fonds d'urgence, cela représentait près de 200 000 € disparus. Comment sais-tu cela, parvins-je à demander. Romain soupira. Et d'après ce que m'a dit Cathy. Écoute, je ne devrais pas t'appeler. Tout le monde pense que tu es complice. Complice de quoi, criai-je presque. Qu'est-ce qui se passe ici? L'arnaque, Alex. Le système d'investissement. Ton père racontait à tout le monde que vous aviez découvert ensemble une opportunité incroyable aux Antilles, un projet de complexe hôtelier. Il collectait des fonds auprès de la moitié de tes connaissances. Mais tout cela n'existe pas, protestai-je. Je n'ai jamais mis les pieds aux Antilles. Eh bien, il y est maintenant. Lui, ta mère, et Cathy sont partis lundi. Cathy m'a dit qu'il te rejoindrait plus tard cette semaine après ton soi-disant voyage d'affaires. Quand j'ai trouvé cela étrange, elle est devenue défensive. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à assembler les pièces du puzzle. La trahison était si palpable que je la ressentais comme une lame entre les côtes. Mon père avait non seulement volé mon argent, mais aussi usurpé mon identité pour escroquer autrui. Et ma mère ainsi que ma sœur y avaient consenti. De qui ont-ils pris de l'argent, demandai-je, la voix vide. Romain hésita. D'après ce que j'ai compris, de beaucoup de personnes, Alex. Les clients de ton père à la firme comptable, des amis de l'église familiale, ton oncle David, les parents de Jessica qui avaient investi 50 000 €. Les parents de Jessica. Tout s'imbriquait soudainement. C'est pour ça qu'elle est partie. Oui, confirma Romain. Quand ses parents lui ont annoncé qu'ils avaient investi dans ton projet aux Antilles, elle a su qu'il se tramait quelque chose. Elle a essayé de te joindre, sans succès. J'étais en réunion toute la journée de lundi, dis-je, hébété. Mon téléphone était éteint. Au moment où elle s'en est rendue compte, ton père l'avait déjà persuadée que tu étais impliqué, que tu lui avais menti pendant des mois. Elle était, vraiment bouleversée. Alors, elle a aidé à vider mon appartement? La trahison me piqua à nouveau. Pas exactement. Ton père lui avait dit que tu avais demandé de mettre tes affaires en stockage pendant que l'appartement était rénové, le tout dans le cadre de la vente avant de partir aux Antilles. Elle pensait te rendre service. Je fermai les yeux, repensant au courriel de Jessica. Elle avait affirmé que ma famille l'avait sollicité pour déménager, quelques affaires. Elle prétendait ignorer le plan concernant mon argent. Avait-elle été honnête? Où sont mes affaires maintenant, demandai-je. Dans un box à Saint-Denis. Ton père l'a loué la semaine dernière. Au moins, cela signifiait que mes biens n'étaient pas disparus, mais relocalisés. Mon argent, lui, avait disparu. Combien ont-ils pris en tout? Romain resta silencieux un moment. D'après ce que je sais, presque 2 millions. Le chiffre était ahurissant. Mon père, ce comptable prudent qui me conseillait d'économiser 20% de chaque salaire depuis l'adolescence, avait orchestré une fraude de 2 millions d'euros.
Et tout cela en utilisant mon nom. Je dois aller à la police, dis-je. C'est pour cela que je t'appelle, répondit Romain. Beaucoup de personnes sont blessées et en colère, Alex. Certains pensent que tu es complice, que tu te caches quelque part. Le père de Jessica a déjà déposé plainte. Ton patron chez TechFusion m'a appelé parce que tu ne t'es pas présenté au travail aujourd'hui apparemment, ton père lui avait aussi annoncé que tu démissionnais pour gérer ton investissement aux Antilles. Je faillis m'étouffer. J'ai raté le travail aujourd'hui? Quelle heure est-il? Je décrochai pour vérifier. 16h30, mon vol avait atterri à midi. Je devais être au bureau pour 14h. Je dois appeler mon patron, dis-je. Je dois prévenir tout le monde. Je dois. Tu dois anticiper, intervint Romain. Les gens te recherchent, et pas de manière amicale. Un froid glacial envahit mon estomac. Que veux-tu dire? Je veux dire que le père de Jessica n'est pas le seul à avoir porté plainte. Et certains envisagent de s'en charger eux-mêmes s'ils te retrouvent. Mais je n'ai rien fait, protestai-je. Je te crois, répondit-il. Mais il faut que tu prouves ton innocence à tout le monde. Et vite. Je pris une profonde inspiration pour me calmer. D'accord. Je vais aller moi-même déposer plainte. Montrer mes comptes, prouver que je suis une victime aussi. Bonne idée, approuva Romain. Je peux t'accompagner si tu veux. J'hésitais. Puis-je lui faire confiance? Après tout, il sortait avec ma sœur, qui était manifestement impliquée. Mais il m'avait appelé pour me prévenir. Et pour l'instant, il était le seul à m'offrir de l'aide. Merci, dis-je enfin. Ce serait bien. Une dernière chose, ajouta Romain. Vérifie ton rapport de crédit. Si ton père avait accès à tes comptes. Il n'eut même pas besoin de terminer. Si mon père était capable de voler mon argent et d'utiliser mon nom dans son stratagème, il avait peut-être contracté des crédits ou ouvert des cartes à mon nom. Je le fais tout de suite, répondis-je, ouvrant une autre appli. Je consultai mon service de monitoring de crédit, en voyant le tableau de bord, mon estomac se noie. 4 nouvelles demandes de crédit en une semaine. 2 nouvelles cartes ouvertes il y a 3 jours. Et un prêt personnel de 50 000 € approuvé lundi. Des dettes qui n'étaient pas les miennes, mais légalement à mon nom. Des dettes qui, ajoutées au vol de mes comptes, avaient effacé des années d'économie et d'investissement minutieusement bâtis du jour au lendemain. La réalité me frappa de plein fouet. Ma famille m'avait trahi, volé mon argent, ruiné mon crédit, sali ma réputation, et disparu. Ma compagne m'avait quitté. Mon appartement était vide. Mon emploi était menacé. Et des gens potentiellement dangereux me recherchaient, persuadés que j'avais volé leur argent. En 4 jours, alors que je donnais des présentations PowerPoint dans des salles de conférences d'hôtels lyonnais, ma vie entière avait été systématiquement démantelée. Je regardais autour de moi dans cet appartement dépouillé, non seulement vide, mais complètement rasé de tout ce qui faisait mon identité. Une page blanche. Le point de départ. Romain, dis-je, la voix plus assurée que je ne m'y attendais, je te retrouve au commissariat dans 30 minutes. En raccrochant, je constatai que mes mains avaient cessé de trembler. Le choc initial s'estompait, remplacé par une détermination froide. Ils avaient pris mon argent 190 000 € et plus, selon mes découvertes. Ils m'avaient endetté. Ils avaient utilisé mon nom pour escroquer mes proches. Mais ils n'avaient pas tout emporté. J'avais encore ma voiture. Mon téléphone. Mon ordinateur. Mon éducation et mes compétences. Et désormais, j'avais autre chose, un objectif. Je devais repartir de zéro. Nettoyer mon nom. Et ensuite, retrouver ma famille. Au commissariat, sous l'éclairage fluorescent, les agents s'affairaient tandis que les téléphones sonnaient. Quelqu'un discutait bruyamment d'un excès de stationnement. Je m'assis sur une chaise en plastique dur, un gobelet de café insipide refroidissant entre mes mains, pendant que la détective Marquet relisait ma déposition pour la 3e fois. « Vous n'étiez pas au courant de ce système d'investissement, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'un ton froid, ses yeux sombres m'examinant avec un professionnalisme sceptique. « Pas du tout, répondis-je.
Je ne suis jamais allée à Sainte-Lucie. Elle hocha la tête en prenant des notes. Et vous n'avez pas autorisé votre père à accéder à vos comptes ou à ouvrir des crédits en votre nom? Je l'avais ajouté en tant qu'utilisateur autorisé sur mon fonds d'urgence il y a des années, mais c'était tout. Le reste, carte de crédit, prêt, liquidation de mon compte de courtage, tout a été fait sans mon accord. Romain, assis à côté de moi, apportait quelques précisions par intermittence, confirmant que j'avais été pris complètement au dépourvu. Nous aurons besoin des relevés de vos banques, déclara la détective Marquet. Et nous examinerons les demandes de crédit. Le vol d'identité est une infraction grave, même au sein d'une famille. Le terme « vol d'identité » donnait à tout cela un caractère clinique, impersonnel. Ce n'était pas l'œuvre d'un pirate informatique anonyme ayant dérobé mon numéro de sécurité sociale lors d'une fuite de données. C'était mon père. Celui qui m'avait appris à faire du vélo dans le cul-de-sac de la rue des Peupliers, celui qui m'avait aidé en maths, celui qui avait co-signé mon premier bail à 19 ans. Pendant que la détective Marquet énonçait les prochaines étapes, mes pensées vagabondèrent, cherchant les signes précurseurs que j'aurais pu manquer. Le dernier dîner de Thanksgiving me revint en mémoire. Papa taillant la dinde, maman s'inquiétant de la sécheresse de la farce, Cathy exhibant sa nouvelle BMW qui paraissait extravagante pour un jeune débutant. Je m'étais demandé comment elle pouvait se le permettre, mais j'avais ignoré l'idée. Peut-être avait-elle fait une bonne affaire, ou bien avait-elle des économies inconnues de moi? Avait-elle commencé à préparer leur fuite dès lors? M'avait-il mis de côté de l'argent, tissé des liens, préparé leur échappée vers les Antilles? Noël avait été normal également. Les mêmes traditions familiales transmises depuis des décennies, les biscuits sucrés de la recette de la grand-mère, l'ancienne étoile de Noël qui ne se posait jamais correctement, la plainte annuelle de papa sur les guirlandes entortillées. Nous avions échangé des cadeaux. Mon père semblait sincèrement ravi du porte-document en cuir que je lui avais offert, déclarant « parfait pour les réunions clients ». Réunions clients lors desquelles il recrutait des investisseurs pour un projet frauduleux, en utilisant mon nom. « Monsieur Bennett ?» La voix de la détective Marquet me ramena brusquement au présent. « Avez-vous bien compris ce que je disais ?»« Désolé, marmonnai-je. Ça a été une journée interminable. » Son expression s'adoucit légèrement. « Sachez que plusieurs plaintes ont déjà été déposées. Certains plaignants vous accusent même d'être complice. » Mon estomac se noua. Je suis une victime, pas un complice. Nous allons examiner toutes les pistes, me rassura TL. Mais vous devez vous préparer à répondre aux questions des autres victimes. Après une heure de paperasserie et d'interrogatoire, Romain et moi quittâmes le commissariat. Le soir de printemps s'était rafraîchi, et j'enroulai ma veste pour contrer le froid. Merci d'être venu, dis-je à Romain en marchant vers le parking. De rien. Il hésita. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? C'était une question simple, sans réponse évidente. Retourner dans mon appartement vide? Essayer de dormir sur le sol? Appeler les sociétés de cartes de crédit pour contester les charges? Commencer à reconstruire ma vie de zéro? Je ne sais pas, avouai-je. Romain fouilla dans sa poche et en sortit une clé. Cathy a laissé quelques affaires chez moi quand ils sont partis. Y compris une clé de rechange de la maison de tes parents. Ça vaudrait le coup d'aller voir. Je pris la clé, dont la forme familière était un lien tangible avec la famille qui m'avait abandonné. Oui. Peut-être y trouverai-je des indices sur leur destination, ou sur leur motivation. La question du pourquoi me hantait sans cesse. L'argent était la réponse évidente. 2 millions d'euros, une somme capable de changer la vie. Pourtant, mon père avait toujours mené une vie confortable en tant que comptable, et le salaire modeste mais stable de maman ne justifiait pas une telle arnaque. Qu'est-ce qui les avait poussés à tout risquer, à trahir ceux qui leur faisaient confiance? Tu peux rester chez moi ce soir si tu veux, proposa Romain. Le canapé n'est pas top, mais c'est mieux que de rester dans un appartement vide. Je hochai la tête, reconnaissant. Juste pour ce soir. Il faut que j'aille d'abord chez mes parents. Nous décidâmes de nous retrouver plus tard chez lui, et je pris la route vers ma voiture. La route vers Saint-Denis se fit automatiquement, guidée par la mémoire, tandis que mon esprit décortiquait inlassablement le passé.
Je repensais à l'anniversaire de 50 ans de mon père, il y a 2 ans. Les blagues sur sa crise de la quarantaine, son intérêt soudain pour les magazines de voyage et les bulletins d'investissement internationaux. La nouvelle obsession de maman pour désencombrer, se débarrasser de ce qu'elle chérissait jadis. Le désengagement progressif de Cathy de sa carrière médicale, ses plaintes sur les longues heures et le stress qui, pour un interne, paraissaient normaux, mais prenaient désormais un sens différent. Avec le recul, tout prenait forme. Mais comment aurais-je pu savoir ? Comment prévoir que ma famille, cette famille ordinaire de banlieue parisienne, comploterait quelque chose d'aussi dévastateur ? Je tournais sur la rue des Peupliers, là où j'avais grandi. La maison familiale Bennett se dressait comme toujours une demeure de ville à 2 étages, avec des volets bleus et un érable majestueux dans la cour. La lumière de la véranda, programmée par un minuteur automatique installé par mon père il y a des années, donnait à la maison une apparence trompeuse d'occupation, de normalité. Utilisant la clé que Romain m'avait donnée, j'entrai prudemment. Immédiatement, l'atmosphère changea, la maison n'était pas vide comme mon appartement, mais abandonnée. Les meubles étaient en place, mais les touches personnelles avaient disparu. Plus aucune photo de famille sur la cheminée, aucun courrier sur la table d'appoint, aucune paire de chaussures près de la porte. Je parcourus les pièces, remarquant ce qui manquait, la collection de figurines en céramique de maman, le fauteuil favori de papa, l'horloge ancienne qui avait appartenu à ma grand-mère. Dans la cuisine, le réfrigérateur avait été vidé. Un seul verre, posé à l'envers sur le panier à vaisselle, semblait témoigner d'un dernier verre avant le départ. À l'étage, la chambre parentale était dénudée de vêtements et d'objets personnels. Les tiroirs de la commode étaient entr'ouverts, dévoilant leur vide. Dans la salle de bain attenante, l'armoire à médicaments était grande ouverte, dépourvue de toute ordonnance ou produit. La chambre de Cathy, demeurée quasiment intacte depuis son départ pour l'université, était tout aussi vide. Les posters avaient disparu, ne laissant que des cadres décolorés là où ils ornaient jadis les murs. L'étagère, qui exhibait autrefois ses manuels de médecine avec fierté, était déserte. Je m'assis sur le bord de son lit dénudé, fixant ces espaces vides, et ressentis une émotion inattendue monter en moi, non seulement la colère ou la trahison, mais une profonde tristesse. À quel point étaient-ils malheureux pour en arriver là ? À quel point désespérés pour fuir leur vie ? J'avais toujours cru que nous étions proches. Pas parfait quelle famille il est ? Mais unis. J'appelais la maison chaque semaine, je les retrouvais pour les fêtes et anniversaires, partageant mes joies et mes peines. Avais-je manqué quelque chose, leurs véritables insatisfactions ? Un nouveau message électronique apparut. Pour un instant, je crus qu'il venait encore de mon père, mais il s'agissait cette fois de Jessica. Je suis désolée que tu aies dû l'apprendre de cette façon. Je pensais qu'il t'en aurait parlé avant ton retour. J'ai emménagé chez Romain temporairement, en attendant de trouver mon propre chez moi. Ta famille m'a demandé de les aider à déménager quelques affaires. Je ne savais rien du plan concernant ton argent, je te le jure. Je suis vraiment désolée, Alex. Je ne savais pas comment te dire que j'étais malheureuse depuis des mois. Ce n'est pas comme ça que je voulais que ça se termine. Je lus le message encore et encore, tentant de relier les indices. Jessica me quittait. Ma famille avait chargé son aide pour vider mes affaires avant de s'enfuir avec mon argent. Et elle y avait consenti. La pièce semblait tourner alors qu'une nouvelle réalisation s'imposait. Le frère de Jessica, c'était Romain, qui sortait avec ma sœur Cathy. Avait-elle été complice ? Avait-elle accepté de participer à cette expédition orchestrée ? Je me rappelais notre dernier petit déjeuner ensemble dimanche. Elle m'avait embrassé au seuil, évoqué qu'elle réaménagerait le salon pendant mon absence pour me surprendre, et j'avais plaisanté en lui rappelant de ne pas déplacer la télévision à cause des supports muraux. La télévision, toujours accrochée au mur, dominait un salon désormais vide. Je rédigeai une réponse à Jessica, la supprimai, puis essayai à nouveau. Finalement, j'envoyai « Où sont mes affaires ? Qu'est-ce qui se passe avec ma famille ? Appelle-moi, s'il te plaît. » Et aussitôt, je rajoutai « J'ai besoin de comprendre ce qui se passe. » Le silence dans l'appartement pesait lourdement. Je fis quelques allers-retours, perdu dans mes pensées. Mon téléphone sonna de nouveau, un numéro inconnu. J'hésitai,
mais finalement décroché. Alex ? La voix était masculine, d'un ton mi-furieux, mi-contrôlé. Oui, répondis-je prudemment. C'est Daniel Mercier. Toi et ton père avez pris mes économies de retraite. Mon cœur se serra. Daniel Mercier, un nom que je reconnaissais vaguement parmi les clients de longue date de mon père. Monsieur Mercier, je comprends votre colère, mais je n'ai rien à voir avec. Ça suffit, l'interrompit-il. Je faisais confiance à ta famille depuis 20 ans. Bill s'occupait de mes impôts, gérait mes investissements. Quand il m'a parlé de cette opportunité, affirmant que vous aviez découvert quelque chose d'extraordinaire, je l'ai cru. Monsieur Mercier, s'il vous plaît. 300 000 €, insista-t-il, la voix montant. Les factures médicales de ma femme ont anéanti la majeure partie de nos économies l'an dernier. C'était tout ce que nous avions. Et vous l'avez pris. Le montant me stupéfia. 300 000, bien plus que ce que j'aurais imaginé que quelqu'un ait investi. Je n'ai rien pris, dis-je en tentant de garder ma voix stable. Mon père m'a volé aussi. Près de 200 000 €, en plus d'avoir maxé les cartes de crédit à mon nom. Je suis une victime, tout comme vous. N'importe quoi, cracha Mercier. Je t'ai vu en face à Careliès il y a 3 semaines. Tu m'avais expliqué toi-même les retours escomptés, montré les plans du complexe. Un froid intense m'envahit. Ce n'était pas moi, monsieur Mercier. Je n'ai pas mis les pieds à Careliès depuis des mois. Je n'ai jamais participé à aucune réunion d'investissement. Tu t'attends à ce que je croie qu'on a usurpé ton identité ? Oui, répondis-je simplement. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Mon père ou quelqu'un de son entournure s'est fait passer pour moi. Le rire amer de Mercier n'avait rien d'amusant. Tu veux vraiment que je croie que ton père a engagé quelqu'un pour se faire passer pour son propre fils ? Je ne sais pas quoi dire, m'exclamai-je, la frustration montant. Mais j'étais à Paris il y a 3 semaines. Je peux le prouver, document de travail, reçu de carte de crédit, témoin. Qui que ce soit, ce n'était pas moi. Un long silence s'installa. Je sais à quoi tu ressembles, Alex. Je connais ta famille depuis 20 ans. Je t'ai vu aux fêtes de Noël, aux événements caritatifs. L'homme à Careliès, c'était bien toi. Une suspicion horrible émergea. De quelle ressemblance parlons-nous exactement ? Comme toi, répondit Mercier, impatient. Grand, athlétique, cheveux foncés, et cette petite cicatrice près du sourcil droit. D'un geste involontaire, je portai ma main à ma cicatrice, ce souvenir d'enfance d'une chute de vélo. Mais ce n'était pas le seul trait distinctif. Avait-il un tatouage ? Demandai-je. Sur l'avant-bras gauche, un design de boussole ? Après une pause, Mercier répliqua, aucun tatouage que j'ai remarqué. J'ai ce tatouage, monsieur Mercier. Je l'ai depuis 3 ans. Si la personne que vous avez rencontrée prétendait être moi sans ce tatouage, alors ce n'était pas moi. Le silence qui suivit était lourd, chargé de recalcul. Vérifiez vos photos, suggéra-je. Si vous en avez lors de cette réunion, regardez son bras gauche. Ou demandez à d'autres personnes si elles ont remarqué un tatouage. Je veux te croire, finit Mercier, son ton se calmant légèrement. Dieu m'aide, je veux croire que je n'ai pas été escroqué par un gamin que j'ai vu grandir. Je dépose plainte, déclarai-je. Vol d'identité, fraude, tout. La police a déjà ma déposition. J'ai tout perdu, économie, crédit, réputation. Et ma famille. Après avoir raccroché, Romain me regarda, interrogateur. Un autre prétendant, expliquai-je. Qui croit avoir rencontré à Careliès. Mais ce n'était pas toi, affirma Romain. Non. C'était quelqu'un qui me ressemblait. Quelqu'un qui connaissait assez de détails pour être convaincant. L'expression de Romain se durcit. Tu crois ? Je hochai la tête, les pièces du puzzle se mettant enfin en place. Mon cousin Michel. Le fils du frère de mon père. On nous a toujours confondus depuis l'enfance. Même taille, corpulence similaire, cette maudite ressemblance familiale dont tout le monde parle. Ferait-il ça ? Se faire passer pour toi ?
Je pensais à Michel sans emploi depuis 1 an, toujours à la recherche d'argent facile, la déception permanente de la famille. Pour une part de 2 millions d'euros? En un clin d'œil, oui. Mon téléphone sonna à nouveau. Un autre numéro inconnu. Puis les SMS commencèrent à affluer. La rumeur se répandait. Les victimes me retrouvaient. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda Romain. Je pris une profonde inspiration. Affronter tout ça. Parler à toutes les personnes qui ont perdu de l'argent. Leur montrer mon tatouage, si nécessaire. Prouver que je n'étais pas à ces réunions. Déposer toutes les plaintes possibles. Contacter le FBI, puisque cela dépasse les frontières nationales. Et ensuite, je pars pour Sainte-Lucie pour retrouver ma famille. Les 2 semaines suivantes s'écoulèrent dans un tourbillon de dépositions, de contestations de crédit et de conversations de plus en plus difficiles. Mon patron chez TechFusion avait étonnamment fait preuve de compréhension après que je lui eusse expliqué la situation, m'accordant même un congé payé pour régler le problème. Les crises familiales arrivent à tout le monde, avait-il dit, bien que je doutasse que ces crises impliquent des escroqueries internationales. Je rencontrais victime après victime, chacune rappelant douloureusement la manière dont mon père avait instrumentalisé mon identité et exploité les liens familiaux. Certains, comme Daniel Mercé, finirent par croire en mon innocence après avoir vu mon tatouage et vérifié leur dossier. D'autres restaient convaincus de mon implication, que ma victimisation n'était qu'un masque de plus dans une supercherie. Le FBI ouvrit une enquête, ajoutant fraude électronique et blanchiment d'argent à la longue liste des chefs d'accusation visant mon père, ma mère et maintenant mon cousin Michel, dont la participation fut confirmée par des photos sur les réseaux sociaux le montrant à Paris aux mêmes dates que celles des réunions avec les investisseurs. Le rôle de ma sœur Cathy restait flou. Avait-elle été complice volontaire? Ou une participante réticente? Une autre victime manipulée par nos parents? Son silence ne fournissait aucune réponse. Je m'assis dans mon appartement à peine réaménagé, une feuille de papier griffonnée de notes et de listes de tâches devant moi, quand mon téléphone sonna avec l'appel de la détective marqué. « Nous avons localisé une partie de l'argent », déclara-t-elle sans préambule. Environ 800 000 euros sont immobilisés dans une banque à Sainte-Lucie. Nous collaborons avec les autorités locales, mais les crimes financiers internationaux prennent du temps à élucider. Il y a aussi un bien immobilier, une petite villa achetée il y a 6 mois sous une entité corporate que nous avons liée à ton père. 6 mois. La chronologie me stupéfia. Alors que je dînais le dimanche avec mes parents, discutant de choses anodines comme le jardin de maman ou la partie de golf de papa, ils achetaient en secret une propriété dans les Antilles. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe, demandai-je. Nous poursuivons l'enquête. Les États-Unis ont un traité d'extradition avec Sainte-Lucie, mais nous devons d'abord retrouver ta famille. Les autorités insulaires coopèrent, mais leur effectif est limité. Et si ta famille s'est réfugiée sur une autre île sans accord d'extradition? Elle laissa sa phrase en suspens. Ils pouvaient disparaître dans l'archipel, vivre des fonds volés pendant que leurs victimes essayaient de reconstituer leur vie ruinée. Après avoir raccroché, je retournai à mon bloc-notes, y inscrivant « Renouvellement de passeport ». Le mien était expiré, je ne l'avais jamais eu besoin pour des voyages professionnels, exclusivement nationaux jusqu'ici. Si je partais pour Sainte-Lucie, il fallait le mettre à jour. Un coup frappant à la porte interrompit mes plans. J'ouvris et trouvai Jessica dans le hall, l'air hésitant. « Puis-je entrer ?» demanda-t-elle. Je lui fis place sans un mot. Elle pénétra dans l'appartement à peine restauré, mes meubles avaient repris leur place, mais de nombreuses étagères restaient vides, les murs dépourvus d'œuvres ou de photos. « Tu as été occupée ?» observa-t-elle. « Il le fallait, » répondis-je, le ton neutre. « Ton frère t'a aidé. » Elle hocha la tête. « Romain m'a tout dit sur ta famille, la fraude, ton cousin qui se fait passer pour toi. Et maintenant, tu crois que je n'étais pas impliquée ? » Elle plissa les yeux devant ma franchise. « J'aurais dû te faire confiance dès le début. Je suis désolée, Alex. Tes parents ont perdu de l'argent aussi, reconnus-je. Je comprends ta colère. Ce n'est pas une excuse,
répliqua-t-elle en s'asseyant sur le rebord du canapé. Notre canapé, choisi ensemble dans un magasin de meubles à Montreuil. J'aurais dû t'appeler, te parler directement. Au lieu de cela, j'ai laissé ton père me convaincre que tu étais complice. Le souvenir du côté vide de notre placard, de tes livres et plantes disparues, me faisait encore mal. Tu es parti sans même m'en parler. Je sais, dit-elle en baissant les yeux. J'étais blessée, en colère, effrayée. Mes parents venaient de perdre leurs économies de retraite. Quand ton père m'a montré des emails semblant venir de toi, évoquant ce système d'investissement. Elle s'interrompit. Falsifié, complété je. Il a eu accès à mon ordinateur quand je leur rendais visite. Probablement installé des enregistreurs de frappe, récupérer mes mots de passe. Je comprends cela maintenant, murmura-t-elle. Mais sur le moment, tout semblait réel. Et quand il a dit que tu avais demandé de transférer tes affaires en stockage parce que l'appartement serait vendu avant de partir aux Antilles. Tu l'as cru, achevai-je pour elle. Comme tout le monde. Nous restâmes silencieux un moment, le poids de la trahison suspendu entre nous. Je t'aime toujours, Alex, finit-elle par dire. J'ai fait une énorme erreur. Pouvons-nous essayer de réparer les choses? Il y a 6 semaines, j'aurais accepté sans hésiter. Jessica avait été ma partenaire, mon avenir. Nous avions parlé mariage, enfants, de la vie que nous construirions ensemble. Maintenant, en regardant son visage familier, je ressentais seulement un mélange complexe de nostalgie et de méfiance. Je ne sais pas, répondis-je honnêtement. Tout est différent maintenant. Je suis différent. À cause de ce que ta famille a fait? Non, à cause de ce que tout le monde a fait, corrigeai-je doucement. Ma famille m'a trahi. Ma copine m'a quitté sans un mot. Les gens que je connais depuis toujours pensent que je suis un escroc. J'ai passé 2 semaines à expliquer à des inconnus que je n'avais pas volé leur argent. Que puis-je faire, demanda-t-elle. Pour aider, pour arranger les choses? Je réfléchis longuement. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui se répare rapidement. J'ai besoin de temps. D'espace pour comprendre qui je suis maintenant que tout ce en quoi je croyais a changé. Elle hocha la tête, les yeux brillants de larmes retenues. Je comprends. Mais s'il te plaît, ne me ferme pas totalement. Je ne le ferai pas, promis-je. Mais je pars pour Sainte-Lucie. Il faut que je retrouve ma famille, que je les confronte, que je comprenne pourquoi ils ont fait ça. Quand? Dès que mon passeport sera renouvelé. Quelques semaines, peut-être. Jessica hésita avant de demander, tu voudrais que je t'accompagne? J'ai des congés accumulés. L'offre me surprit. Tu veux venir avec moi pour traquer ma famille criminelle? Je veux t'aider à trouver la paix, répondit-elle simplement. Et peut-être, dans ce processus, trouver un chemin pour nous. Je restai silencieux, incertain de mes sentiments. La Jessica devant moi, offrant soutien et présence, était celle dont je suis tombé amoureux. Mais la Jessica qui m'avait abandonné à mon plus bas moment restait présente. Je réfléchirai, dis-je enfin. Après son départ, je repris mes plans, le cœur un peu plus léger. Quoi qu'il arrive avec Jessica, sa visite me rappelait que tout de mon ancienne vie n'était pas perdu. Certaines connexions pouvaient peut-être être reconstruites, même si elles ne seraient jamais tout à fait les mêmes. Le lendemain matin, un email inattendu apparut dans ma boîte. Expéditeur, cathy-bennett@gmail.com. Objet, je suis désolé. Mon doigt hésita sur le bouton de suppression. Voulais-je entendre ses excuses? Ses justifications? Mais la curiosité l'emporta et j'ouvris le message. Alex, je ne sais pas par où commencer. Dire « je suis désolé » semble dérisoire, mais c'est tout ce que j'ai. Ce que maman et papa nous ont fait, ce que nous t'avons fait est impardonnable. Je ne demande pas ton pardon. Je veux juste que tu saches la vérité. Papa avait commencé à planifier cela il y a 1 an. Il était en difficulté financière, des dettes de jeu dont je n'ai appris l'existence que récemment, des mauvais investissements qu'il avait cachés à tout le monde. Lorsqu'un client mentionna une propriété à Sainte-Lucie, je pense qu'il a craqué. Il a vu une échappatoire, un nouveau départ.
Je n'étais pas au courant de la fraude au début. Il m'avait dit qu'il levait des fonds pour un vrai projet de complexe hôtelier. Quand j'ai réalisé la réalité, j'étais déjà impliquée. Je l'avais présenté à des collègues à l'hôpital qui ont investi. J'avais attesté de la légitimité du projet. Maman fut aussi surprise que moi lorsque papa révéla l'ampleur de la supercherie. Mais elle choisit de suivre, plutôt que de le perdre. Et moi, j'ai fait le même choix. Je me suis convaincue que tout finirait bien, que personne ne serait vraiment blessé. J'avais tort. Je n'ai su que papa volait ton argent trop tard. Je n'étais pas au courant que Michel se faisait passer pour toi. Quand j'ai enfin compris l'ampleur, il n'était plus de retour. Papa n'est plus à Sainte-Lucie. Il a emporté la majeure partie de l'argent et a disparu il y a 3 jours. Maman est partie avec lui. Je ne sais pas où ils sont. Je reste à Villa Serenity à Soufrières, chambre 12. Je serai là encore 2 semaines, puis je me rendrai aux autorités. Si tu veux me voir avant, pour me crier dessus, me poser des questions, ou simplement pour me regarder dans les yeux pendant que je m'excuse d'avoir détruit ta vie, je serai là. Je t'aime, même si je n'ai plus le droit de le dire. Cathy, je lus l'email 3 fois, mes émotions oscillant entre colère, soulagement d'avoir quelques réponses, et une profonde tristesse pour ma sœur coincée entre la victime et la complice. Au fil des jours, je continuais à reconstruire méthodiquement. Je fis appel à un avocat spécialisé en vol d'identité. J'arrangeai avec TechFusion pour travailler à distance pendant 1 mois. J'accélérai le renouvellement de mon passeport. Et je me mis à étudier Sainte-Lucie, sa géographie, ses lois, ses réseaux de transport. 1 semaine plus tard, un visiteur inattendu frappa à ma porte, Daniel Mercé. « Je te dois des excuses, dit-il d'un ton bourru. J'ai retrouvé des photos de cette réunion d'investissement. J'ai bien regardé les bras, et il n'y avait aucun tatouage. Ce n'était pas toi. Merci de m'avoir dit, répondis-je, ému par sa sincérité. J'ai autre chose aussi, ajouta-t-il en me tendant une carte de visite. Mon neveu travaille pour Amex, dans la sécurité corporate. Il pourrait t'aider à retracer les traces financières de ton père. Je pris la carte avec reconnaissance. Merci, monsieur Mercé. Daniel, se corrigea-t-il. Et une dernière chose, quand tu les trouveras quand, et non si tiens-moi au courant. Je veux récupérer mon argent, c'est certain. Mais plus que cela, je veux comprendre comment Bill Bennett, le comptable le plus prudent que j'ai jamais rencontré, a pu se transformer en un homme capable de voler ses amis, ses clients, et même son propre fils. Je veux comprendre cela aussi, admis-je. Lorsque Daniel partit, je compris que quelque chose avait changé en moi. Les 3 dernières semaines m'avaient dépouillé de tout ce que je croyais définir ma personne: économie, relations familiales, sentiment de sécurité. Mais elles m'avaient aussi révélé ma résilience. J'avais survécu au choc initial. J'avais entamé la reconstruction de ma situation financière et juridique. J'avais affronté les accusations et converti certains en alliés. J'avais gardé mon emploi et ma concentration malgré le chaos personnel ambiant. Mon passeport arriva la semaine suivante. Je réservai un vol pour Sainte-Lucie pour le lendemain. En faisant ma valise, je remarquai mon reflet dans le miroir de la chambre plus mince qu'il y a 3 semaines, des cernes sous les yeux, mais droit, fier. Changé, mais pas brisé. Jessica m'envoyait des textos quotidiennement, respectueux mais insistants. As-tu réfléchi à mon offre ? Je suis là si tu as besoin. Après mûre réflexion, j'avais décidé d'entreprendre ce voyage seul. Quelle que soit la fermeture que je trouverais à Sainte-Lucie, elle devait être sur mes conditions, sans les complications de notre relation incertaine. Romain me conduisit à l'aéroport, la lumière matinale peignant l'horizon de Paris d'un doré subtil. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» demanda-t-il alors que nous arrivions au départ. « Non, avouai-je. Mais je le fais quand même. » Il hocha la tête, compatissant. « Bonne chance, mon pote. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. » À l'intérieur du terminal, passeport en main, j'attendais à la fenêtre en observant les avions décoller et atterrir. Il y a 3 semaines, j'étais quelqu'un de différent, sûr de moi, confiant, certain de ma place dans le monde et de ceux qui m'entouraient. Maintenant, je repartais à zéro, les yeux clairs,
porteur d'une douloureuse vérité, déterminé à retrouver ma propre identité. L'annonce de mon vol résonna dans le haut-parleur. Tandis que je me joignais à la file d'embarquement, mon téléphone vibra avec un texto provenant d'un numéro international inconnu. Il ne reste plus à la villa. Nouvelle piste trouvée. On se retrouve à l'aéroport. Cathy. Encore à Sainte-Lucie, toujours prête à aider malgré sa complicité. Était-ce un repentir sincère? Un piège? Je ne saurais le dire avant d'y être. Ce que je savais, c'était que ce voyage ne concernait pas seulement la confrontation avec ma famille ou la récupération de mon argent volé. Il s'agissait de reprendre possession de mon identité, pas celle qui m'avait été volée, mais celle qui subsistait au-delà des apparences, lorsque tout l'externe avait été effacé. Alors que l'avion décollait, m'emportant vers l'inconnu et des vérités douloureuses, j'éprouvais un sentiment inattendu de liberté. Les fondations de mon ancienne vie avaient été détruites, certes. Mais de ces ruines pouvait naître quelque chose de nouveau, de plus fort, véritablement mien. Quoi qu'il advienne à Sainte-Lucie, réconciliation, confrontation, ou un mélange complexe des deux, j'étais prêt à l'affronter. Non pas en tant que victime cherchant vengeance, mais en tant qu'homme en quête de compréhension et d'un nouveau départ.